Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Paddock, l'émission de la reprise, la première émission de 2026. Une petite table autour de moi en ce lundi 19 janvier avec Léna à ma droite, Fabio, et à ma gauche, Victor. Comment allez-vous? Moi, c'est super. Très bien, très content d'être dans cette année, plein de choses qui vont se passer, ça, on a hâte. Bon alors on va faire Victor. Ça va super bien aussi, ça reprend vite. Ça reprend très des vite. actus un peu partout, ça va vite. On a eu les premières monoplaces F1 qui ont été dévoilées, on va y revenir en fin d'émission, mais aujourd'hui on va faire une petite émission pour débriefer l'actu sport automobile en général. Et évidemment on va commencer par l'événement qui s'est terminé ce week-end, samedi, avec la fin du Dakar 2026 et la victoire du Qatarien Nasser Al-Attiyah, je vais arriver à bien le prononcer, son 6e Dakar et le premier pour Dacia, le constructeur, donc c'est quand même important. À noter, on va revenir aussi sur Sébastien Loeb qui a échoué à la 4e place, un gros résultat, un podium et surtout la victoire finale au Dakar qui lui échappe encore. Al-Attiyah, selon vous, quelle marque il est en train de laisser dans le Dakar? C'est 6e victoire, la première était en 2011, donc il y a quand même une certaine longévité. Et c'est vrai qu'il semble intouchable encore plus cette année. Il y a une grosse longévité et en plus, là, il vient gagner avec un nouveau constructeur encore. Donc, surtout avec Dacia, où c'était un pari où il est arrivé dès le début chez Dacia, dès la première année, où c'était l'année dernière. Il a fait beaucoup progresser l'écurie aussi. Sur le Dakar, on se souvient des problèmes de fiabilité qu'ils avaient eu lors de l'année passée. Donc non, je pense qu'il est en train de vraiment de mettre son empreinte. On rappelle, c'est Peter Hansel, celui qui a le record avec 8. On se demande s'il peut pas le chercher, peut-être légaliser d'ici les prochaines éditions. Je pense que c'est pas impossible en tout cas qu'il puisse légaliser. Donc non, je pense qu'il est en train de vraiment de laisser une vraie marque dans le Dakar. Et c'est beau parce que c'est un pilote qui a beaucoup changé de coéquipier, de copilote, etc. Et tout, qui a allé découvrir un peu d'autres choses, qui a tenté des paris dans des nouvelles écuries. Et qui a bougé chez ProDrive à l'époque même, à un moment donné, avant d'arriver chez Dacia. Non, il a fait beaucoup de choses. Et c'est un chouette pilote et je pense qu'il peut vraiment laisser une belle marque dans le Dakar. Ouais, Al-Attiyah, c'est vraiment un pilote qui a l'ADN Rallye Raid, l'ADN Dakar. C'est quelqu'un qui sait jouer avec les éléments, jouer avec les événements. On va parler un peu de Loeb après pour le comparer. Mais c'est vraiment un pilote qui est spécialiste du Rallye Raid et ça se sent. Il peut gagner avec n'importe quel copilote, n'importe quelle voiture. Donc il est en train de vraiment laisser une grande marque dans le Dakar. Presque sur ses terres aussi, puisqu'il est originaire du Qatar. Justement, on parle souvent dans le sport automobile en général des avancées des pays du Golfe et de leur progression dans le sport auto. Et là, on a vraiment une figure qui s'impose au niveau du Dakar, qui est originaire donc, du Qatar, un pilote expérimenté depuis plus de 15 ans. Ça va aussi aider la région à se développer, à gagner en notoriété, on imagine. Alors, c'est toujours un peu critiqué des fois que ça se fasse dans cette région-là du monde. Mais c'est vrai que quand on voit un pilote aussi dominant que lui, qui fait aussi peu d'erreurs, bah, ça fait un peu logique aussi. C'est vrai qu'on a quand même des belles pistes, des beaux endroits dans ces zones-là. Donc, c'est toujours critiqué par certains, aimé par d'autres. Donc, c'est sûr, ça peut faire polémique. Mais quand on voit que c'est un mec de là-bas qui gagne tout, bah, forcément, ça donne envie de rester là-bas aussi, quoi. Sébastien Loeb, maintenant, on va enchaîner directement sur notre français. Je vois, Léna, tu grimaces un peu et c'est vrai que ce Dakar de Sébastien Loeb, il n'a pas été très prolifique en termes de victoire et de résultat final. Non, tout à fait. Et puis on voit que malheureusement, il n'arrive toujours pas à aller au bout des épreuves. Là, il a fini 4e. Il a encore eu sur une étape, il a fait 2 crevaisons, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et on se rappelle aussi l'échec de l'année dernière et des années précédentes. C'est la seule catégorie, il me semble, où il ne s'est pas imposé. Le 24 heures du Mans aussi, où il a fait un podium. Mais ouais, c'est vraiment la catégorie où il a vraiment persévéré. C'est la seule qu'il a pour l'instant pas Qui gagné. lui échappe toujours, ouais, tout à fait. Alors qu'il a 3 deuxième places et 2 troisième places. Donc, Mais là, le podium cette année lui échappe à 37 secondes seulement derrière le Suédois Mattias Ekström. Donc c'est encore un peu plus dur cette année. On le sent un peu, il essaye, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on ne va plus du tout le voir sur le Dakar parce que ça lui réussit pas du tout. Victor, qu'est-ce que tu en as pensé toi Ouais, ça revient toujours un peu à la même chose. Chaque petit souci, c'est peut-être multiplié par 2-3. Je pense que tous les concurrents connaissent des soucis. Ils connaissent tous des crevaisons, tous des problèmes mécaniques. Et dès que c'est lui, ça prend un peu plus d'ampleur. Aussi parce qu'en France, évidemment, c'est un nom qu'on connaît très bien et qu'on veut voir gagner. Donc ça amène voilà, un peu peut-être de frustration de ne pas le voir gagner. C'est le seul endroit où il n'a pas gagné. Mais voilà, il y a toujours ce petit souci. Et donc comparé à Al-Attiyah, il est encore un peu peut-être dans
dans, dans cette vision de la vitesse de l'attaque plutôt que de la gestion, et ça lui porte encore défaut. Il a changé de copilote et c'est son ancien copilote, comme tu l'as rappelé, qui a gagné. Ouais. Voilà. Donc voilà, maintenant il se pose des questions. Est-ce qu'il va continuer? On va suivre ça. Ouais, parce qu'il l'a dit en interview, il sait pour l'instant pas s'il va continuer, il hésite un peu, il veut du temps pour répondre à cette question. Et c'est compréhensible parce que ça fait tant d'années qu'il essaye, tant d'années qu'il n'y arrive pas, même en ayant changé d'équipe, changé de copilote. Et il a toujours un peu le même problème. D'ailleurs, Daniel Elena lui a posé la question sur l'équipe de s'il allait faire un entraînement spécifique pour justement les roches, ce qui lui pose souvent problème. Souvent, les crevaisons, c'est à cause de ça. Il a dit, quand on voit que c'est le seul peut-être problème qu'on a, on se pose si on va peut-être pas aller s'entraîner là-dessus. Donc à voir. Moi, je pense pas qu'il s'arrêtera là. Je pense qu'il voudra peut-être continuer, peut-être pas indéfiniment non plus. Mais c'est sûr, c'est compréhensible que ça l'use à un moment donné. C'est physiquement usant à Dakar aussi, ça bouge beaucoup dans les voitures. C'est des longues spéciales, longues liaisons même des fois aussi. Donc à son âge, quand on a fait toute cette carrière-là, la question se pose, c'est sûr. Et Fabio, tu vas garder la parole parce que tu voulais revenir sur le Dakar mais en moto. Ouais. Avec la victoire de Benavides, mais un écart extrêmement faible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. En fait, le Dakar moto, c'est donc une partie énorme aussi. Et à chaque fois, ça se joue à peu. Mais là, on a le record. Parce que en partant de la dernière spéciale, donc il faisait une centaine de kilomètres, c'est quand même une petite spéciale pour le Dakar. Et Ricky Brabec, il avait 3 minutes 20 d'avance. Sauf qu'en fait, sauf qu'au dernier stint, on voit qu'il avait 3 minutes 28 de retard à cause d'une erreur à 7 km de l'arrivée de la spéciale seulement. Donc c'est ça qui est assez dingue. On rappelle qu'il partait premier de cette spéciale parce qu'il était premier au classement. Donc ça le désavantage un peu parce qu'il avait les marques de personne pour se guider. Mais en fait, c'est vraiment juste à cause de cette petite erreur de direction à la fin qui perd beaucoup de temps justement pour ce dernier stint-là. Et en fait, il va perdre pour 2 secondes face à Luciano Benavides. Donc c'est le plus petit écart de l'histoire du Dakar. C'est complètement dingue parce qu'on s'y attendait pas du tout. Luciano Benavides, il y a son frère Kevin Benavides qui avait gagné en 2023. On s'attendait à le voir bien performer, etc. et tout, parce qu'il était vu un peu comme un prodige de cette génération, etc. et tout. Mais le voir gagner si vite et le voir gagner comme ça, c'est quand même assez dingue. Mais en tout cas, très content pour Luciano Benavides, le pilote KTM, qui vient s'imposer. Dommage pour Ricky Brabec, parce que ça joue vraiment pas grand-chose. Et c'est là qu'on se dit que c'est peut-être jamais fini le Dakar, parce qu'une erreur, ça peut arriver à n'importe quel moment, que ça soit de direction, une bosse qu'on prend mal et on fait des tonneaux. Donc avant qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est vraiment jamais fini le Dakar. Et Ricky Brabec, on a malheureusement fait les frais cette année. Donc une fin totalement folle qui va nous amener sur une petite discussion qu'on va avoir entre nous. Quand on a des moments fous comme ça au Dakar, on n'en entend jamais assez parler et c'est problématique. La médiatisation en tout cas du rallye Dakar n'est pas aussi forte que des grands prix de Formule 1 et c'est un problème véritable. On sait que l'équipe a diffusé certains passages cette année en ayant les droits. On sait qu'Auto Hebdo a fait un très bon travail en envoyant notamment Cyprien Julliard sur le terrain avec des vidéos sur les réseaux sociaux et des articles tous les jours. Mais il y a un problème de diffusion et de captation qui empêche les gens en France et en Europe de pouvoir voir ce Dakar. Toi, Léna, tu nous as dit que tu ne l'avais pas trop suivi. C'est vrai que c'est compliqué niveau l'équipe, c'est pas toute la journée, c'est à des heures précises. Il faut à chaque fois être connecté au replay pour avoir les résumés. Quelles sont un peu les difficultés majeures pour suivre? Qu'est-ce que tu penses que ce qui aurait pu être mis en place différemment pour pousser un peu à suivre ce Dakar? Déjà alors il me semble sur le compte de l'équipe on avait un peu les horaires où quand le Dakar était diffusé, mais très clairement tu l'as dit, on n'a pas assez de médiatisation. Il faut aller chercher des comptes qui rediffusent justement les résumés du Dakar. Donc on a certes les résultats, mais en attendant on n'a pas le contenu en détail des épreuves. Donc je pense que c'est un gros problème. Tant que on a beaucoup de Français, et je parle en connaissance de cause, qui voulaient justement regarder ce Dakar et on a été... Puis les figures françaises, Sébastien Loeb, c'est quelqu'un de connu par presque tous les Français quand on parle de sport automobile, donc c'est quand même un comble de ne pas pouvoir de suivre. Tout à fait, en plus on s'est dit est-ce que ça va être son année et on n'a pas pu suivre en détail ses performances. Et même il n'y a pas que en Ultimate, on a des bons Français. Il y a aussi un défaut avec l'équipe cette année, c'est qu'ils ont accès, on a vraiment l'impression sur certains trucs qu'ils ont accès Ultimate 4x4 et moto, et les camions c'était pas forcément diffusé à chaque fois. Les SSV, on a un très bon français Xavier de Soultray en SSV. En fait, ça fait un peu les oublier. Alors ça me fait manquer, moi je me souviens de l'époque où c'était France 5 qui avait toute la diffusion du Dakar, il y avait les récaps tous les soirs, c'était la même heure à chaque fois.
On avait vraiment ce truc-là où on avait un récap qui était complet, on avait les voitures, les motos, on finissait par les camions, où ça dépendait des fois l'heure d'être fait différemment. Donc c'est sûr que c'est bien parce qu'ils ont plus de live dans la journée que ce qu'on avait avec France TV. Mais maintenant, il nous manque ces trucs réguliers où en fait, il y a même des journées où il n'y en avait rien en fait. Malgré qu'il y ait une spéciale, il y a des journées où on n'avait pas de diffusion. Donc c'est un peu dommage, c'est sûr ça coûte un petit peu la diffusion. Après, il y a l'appli Dakar Live qui est très bien faite pour le coup, pour suivre le Dakar. Mais on n'a pas ce truc-là de l'image en France et c'est un peu dommage. C'est vrai que Victor, tu vas pouvoir rebondir, mais c'est quand même particulier du côté de la France parce que normalement le Dakar a toujours été un événement quand même très populaire en France. On se souvient et ça permet d'en parler, la mort de Thierry Sabine et Daniel Balavoine notamment en 1986 sur l'édition du Dakar après un crash d'hélicoptère. C'était populaire. On avait un directeur du Dakar qui était populaire. On avait Daniel Balavoine, un immense chanteur très populaire aussi. Ça attirait des foules. Et là, on a le Dakar au fur et à mesure qui est de moins en moins populaire. On en entend de moins en moins parler. Pourtant, il y a toujours ces figures comme Sébastien Loeb. Comment on peut peut-être expliquer ce déclin de popularité côté Dakar, qui plus est alors qu'on est en France? D'abord, la localisation aussi des courses. Ça peut changer d'Arabie Saoudite. On a eu une période de l'Amérique du Sud. Déjà, on a perdu cette notion de Paris-Dakar. Je pense que c'était cher aux Français aussi de voir le départ sous la Tour Eiffel, de voir toutes ces voitures partir de France, traverser la Méditerranée, parcourir toute l'Afrique. Ça rendait cette épreuve encore plus belle à voir. Maintenant, il y a tous les problèmes géopolitiques. Évidemment, c'est impossible de se rendre dans ces régions du monde. On a aussi des problèmes, je pense, techniques. Manque de caméras il y a sur le terrain. C'est des épreuves par leur nature aussi très difficiles à diffuser, comme un peu le problème qu'on a en rallye, c'est on a des vues d'hélicoptères, mais il manque des caméras vraiment sur la piste. Et au Dakar, ce problème il est multiplié par 1000. Les spéciales, la plus petite spéciale, elle fait 100 km, comme tu l'as dit. On ne peut pas avoir plusieurs caméras posées sur le sol. Il manque des hélicoptères pour suivre au moins un peu les voitures en direct. Donc c'est sûr que tous ces problèmes, ça fait, on voit pas, je pense, la grandeur du Dakar de ce qu'elle mérite. Peut-être aussi maintenant que ça se passe que dans un seul pays. Mm. Il y a cette dimension de mondiale un peu Qui disparaît un peu. disparaît, alors que si on avait même plusieurs pays voisins de l'Arabie Saoudite, je pense au Sultanat d'Oman, alors ça peut être compliqué un peu avec le Yémen, mais le Sultanat d'Oman, il y a aussi des paysages avec beaucoup de roches, ça peut vraiment être intéressant. Il y a les Émirats Arabes Unis aussi, peut-être que si on pouvait élargir de manière régionale ce Dakar, il y aurait déjà un peu plus de portée, même d'investissement des pays et des acteurs locaux, et ça pourrait participer à redorer l'image entre guillemets de ce Dakar et sa popularité. Voilà, donc c'était super d'avoir vos avis. On va passer, on va rester un peu proche du Dakar, puisqu'on va parler du rallye, du WRC, et notamment des propos du Français la semaine dernière d'Adrien Fourmeau, qui a comparé entre guillemets le WRC au GP Explorer, en disant que le WRC devait être plus innovant, et il a déclaré, donc je cite: si les jeunes sont capables d'aller voir un GP Explorer pour voir des gens qui ne savent pas rouler, tourner sur un circuit pour juste avoir des crashs, c'est que l'on rate un peu quelque chose, dans le sens où pour lui c'est incompréhensible d'avoir un WRC si peu regardé par rapport à un GP Explorer qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes sur place et en ligne. Qu'est-ce que vous comprenez de ces propos d'Adrien Fourmeau? Si quelqu'un veut réagir. C'est qu'il y a un problème un peu comme le Dakar, c'est peut-être dans la diffusion. Dans la diffusion et pas que, c'est que c'est sûr que sur circuit, c'est plus simple d'y aller. Il y a un circuit où on sait que les voitures vont tourner en boucle au même endroit. Sur des spéciales de rallye, elles peuvent passer 2-3 fois dans la journée, mais on reste à un endroit, on ne les voit pas plusieurs fois passer une cinquantaine de tours, par exemple. Donc c'est sûr, c'est différent, mais je pense que le problème, c'est un peu le même que le Dakar, c'est vraiment la diffusion. C'est-à-dire, ça s'est un peu amélioré le WRC. Maintenant, on a des drones qui, pour le coup, fournissent des images qui sont magnifiques en WRC. Mais ça reste un petit problème de diffusion et d'accès des gens à la piste. Et je pense que Adrien Fourmeau, il a parlé de ça aussi. C'est peut-être de créer un guide, en fait, pour que les gens puissent aller voir plus facilement les spéciales. Et c'est une super idée parce que, en fait, des gens ne savent pas forcément quel virage faut peut-être plus aller, quels endroits par où faut passer pour y aller, des petits chemins, des routes, etc. Et tout. Et je pense que ça peut faire énormément de bien au WRC de faire ça parce que, qu'on soit honnête, c'est peut-être pas la catégorie de sport automobile qui va la mieux en ce moment. Est-ce que toi, Léna, le WRC, c'est une épreuve qui te pousse à allumer la télé, que tu aimes bien regarder, ou au contraire, comme c'est pas assez médiatisé, c'est quelque chose vers lequel tu te diriges pas forcément? Alors moi, très clairement, le WRC, je connaissais pas vraiment.
Et je commence à un peu en entendre parler. Notamment, on a eu un cours dessus. Du coup, ça a aidé. Mais non, pour moi, c'est pas assez médiatisé. Et je trouve que c'est une discipline qui est extrêmement intéressante à voir. C'est une autre discipline du sport automobile. Et en plus, on a de belles figures françaises qui performent. Donc, ce serait intéressant de trouver une solution. Après, oui, les propos sur, personnellement, le GP Explorer, je trouve qu'ils sont un peu mal dits, dans le sens où le GP Explorer, ça a permis à beaucoup de fans de s'intéresser vers la branche sport automobile. Maintenant, on ne peut pas comparer ça à un phénomène qui était fait de base par Internet, donc forcément plus suivi par une audience jeune, à du WRC qui est forcément, lui, en déclin. Alors, moi, je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas justement le médiatiser et donner plus accès aux jeunes pour tenter de renouveler un peu le WRC. En plus, c'est les propos d'Adrien Fourreau qui parle d'innovation, que le WRC doit être plus innovant, plus entreprenant dans ses projets pour essayer d'attirer. En plus, les épreuves sont prestigieuses. On a la semaine prochaine le Rallye Monte-Carlo. C'est quand même une épreuve, quand on entend, très prestigieuse, qui fait référence à Monaco et à l'arrière-pays. Donc, il y a matière à faire, en tout cas, pour le Mais WRC. je pense que l'un des problèmes du rallye, et là par contre on ne pourra pas innover, c'est le fait que les voitures partent une par une. Ça, je pense que le Il grand n'y a pas public, cet aspect course. voilà, le contre grand roue. public perd un peu d'excitation, je pense, à voir les duels. Je pense que c'est ça que le grand public en sport automobile recherche. C'est une formule qui est vraiment impressionnante de voir les voitures une par une. Moi, en tout cas, j'adore ça, de voir, on voit les différences de pilotage, les différences d'attaque entre les très 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 bons pilotes et les bons pilotes. Mais je pense pour un grand public qui veut voir de la course automobile et qui recherche des duels, un peu des rivalités entre les pilotes, en rallye on sent un peu moins ces rivalités. C'est aussi un peu ce côté familial très bon du rallye, mais qui aussi amène un peu de manque de rivalité. Après, on a eu forcément les dominations des deux Sébastien, Loeb et Ogier. Ça peut perdre aussi un peu d'intérêt. Donc ça, c'est un problème où le rallye ne pourra pas innover. Après, au niveau de la diffusion, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent suivre le WRC, le Rallye de Monte-Carlo commence le 22 janvier prochain jusqu'au 25. Donc, pour les amateurs, vous pouvez y aller. On va passer aux news F1 maintenant. Je vais d'abord rappeler deux, trois petites news qu'on a eues ces derniers jours avant de rentrer sur les déclarations et les premières présentations de monoplace. Et d'abord, peut-être la news la plus importante, c'est que Riccardo Adami ne sera plus l'ingénieur course de Lewis Hamilton pour la saison prochaine. Léna, je veux revenir vers toi. Qu'est-ce que ça symbolise ? On sait que c'était un peu un jeu entre les deux, le chat et la souris, des reproches un peu dans tous les sens, une incompréhension à chaque Grand Prix, un Grand Prix sur deux, on a l'impression. Qu'est-ce que ça symbolise, cette séparation ? Et c'est quand même important, peut-être dans ce que Lewis Hamilton aussi veut montrer, là où Hamilton veut progresser chez Ferrari, c'est-à-dire repartir de zéro après cette année totalement ratée en 2025. Pour moi, déjà, je trouve que c'est une bonne chose, potentiellement, que Ferrari écoute un peu ses pilotes et sur le fait que déjà la relation entre pilote et ingénieur, c'est pour moi la base de tout bon résultat. Et je pense qu'effectivement, changer, ça pourra permettre à Hamilton de repartir sur de bonnes bases et d'oublier la saison qu'il nous a donnée. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus qu'on avait entendu les radios, effectivement, tu l'as rappelé. Pour moi, la communication ne passait pas entre les deux, donc à voir ce que ça va donner avec le nouvel ingénieur. Sachant qu'il a eu 1 an chez Ferrari pour discuter avec d'autres ingénieurs et peut-être avoir noué des liens hors piste avec certains d'entre eux, et dont l'un va être choisi pour son ingénieur course. Donc c'est quand même important, puisqu'il est arrivé chez Ferrari, on l'a entre guillemets placé avec Riccardo Adami, qui était un ingénieur course. C'est vrai que c'est pas facile, il le connaissait pas. Là, il y a peut-être eu des liens qui se sont noués avec d'autres membres de l'écurie, ce qui facilitera peut-être la discussion. Ouais, et puis Frédéric Vasseur, il connaît Hamilton, donc il sait avec qui Hamilton veut travailler. Donc je pense qu'il va chercher le bon ingénieur qu'il lui faut, et je pense qu'on peut faire confiance à Vasseur pour ça. Il y a une autre info importante, c'est que selon le média italien Autoracer, Alpine aurait déjà atteint la limite minimale du poids de sa monoplace, donc de 768 kg. C'est une donnée importante, parce qu'on sait que c'est un peu chaque saison la course au poids minimal. Chacun veut réduire son poids pour gagner en vitesse. Ça va même parfois jusqu'à enlever de la peinture et laisser une voiture avec du carbone apparent. Trouver, en tout cas avoir le poids minimal en début de saison pour une écurie, c'est une prouesse. Fabio, il me semble que c'est pas la seule, selon les rumeurs. Non, c'est pas la seule écurie alpine à selon avoir les ce poids, rumeurs, mais c'est important. C'est ça, selon les rumeurs, il y aurait aussi Audi qui aurait atteint le point minimum. Alors ça paraît peut-être un peu moins étonnant qu'Alpine parce qu'ils ont eu plus de temps quand même pour se préparer à cette saison.
remplaçant Steak Sauber. Donc non, c'est quand même un point fort pour ces deux écuries-là. On rappelle que ça ne fait pas tout, mais quand on voit la dernière réglementation qu'il y avait eu, les seuls qui avaient atteint le point minimum, c'était Aston Martin. Aston Martin qui avait eu des bonnes performances en 2022, mais ça ne fait pas tout non plus, ça ne fait pas forcément avoir des victoires. Mais non, c'est déjà un bon point pour les deux écuries. On sait qu'Alpine ont énormément, ça leur a énormément coûté la saison dernière de tout sacrifier pour cette saison. Donc si déjà ils ont le point minimum, si le moteur Mercedes fonctionne bien et que l'aéro fonctionne bien, on peut peut-être espérer quelque chose de bon pour l'écurie française, ça peut être sympa. Et dernière info, vendredi dernier, le 16 janvier, Cadillac a effectué son shakedown, donc le premier roulage à Silverstone avec Valtteri Bottas et Sergio Perez. 200 km roulés, selon l'écurie, aucun problème détecté. Une question, est-ce que selon vous, Cadillac va être au niveau dans ce début de saison? On sait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures, des simulateurs, il y a beaucoup de choses qui fuitent depuis Cadillac, et il y a des vrais questionnements, des vraies questions qui se posent. Il y a un duo de pilotes qui est certes compétitif, mais on a l'impression que ça va un peu patauger dès le départ. Léna, par exemple, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Moi, je suis partagée, dans le sens où oui, nouvelle réglementation, mais ça veut aussi dire, nouvelle réglementation, il faut s'adapter, ils sont tout nouveaux, il y a beaucoup d'attentes, et on a vu les infrastructures. Pour moi, je ne sais pas trop sur quel cheval parier, on va dire. Ça peut être un peu compliqué, je pense que ils ont vraiment aucune data. C'est pas comme Audi qui remplace une écurie. Là, ils ont vraiment un manque de data, un manque d'expérience aussi. Alors, ils ont fait beaucoup de sport mécanique derrière. C'est General Motors qui est derrière. Mais ça peut être un peu compliqué. Je pense que ça ne serait même pas étonnant des fois de les voir hors des 107% en qualification. Donc non, je pense que ça peut être une première année difficile. Après, à tout moment, on peut être très bien surpris parce que c'est une nouvelle réglementation, peut-être qu'ils auront bien su maîtriser la chose. Mais je pense que ça peut être difficile, surtout si le moteur Ferrari vient pas forcément les aider non plus. Ça peut être une première année compliquée pour eux, je pense. Ouais, quand on voit en plus le niveau d'exigence, je trouve, des équipes, maintenant on n'a quasiment aucune équipe mauvaise, on va dire. Et là, à partir de zéro, face à ces 10 équipes qui travaillent depuis, c'est la plus récente, depuis 10 ans, elles ont tout au moins 10 ans d'expérience, ça va être très compliqué. C'est ça la difficulté. Alors, peut-être un point qui pourrait les aider, c'est qu'ils arrivent en F1 sur une année de changement de réglementation. Donc, même sans data, les autres équipes partent de zéro pour cette nouvelle réglementation, ne peuvent pas exploiter toutes leurs données des années précédentes, puisque la physionomie des voitures et les moteurs vont changer. Donc ça, c'est peut-être un avantage dans la mesure où s'ils étaient arrivés par exemple pour l'année 2025, ça aurait été beaucoup plus compliqué, puisque toutes les écuries auraient suivi leur développement depuis 2022. Ça peut jouer en leur faveur. Ils ont deux bons pilotes. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir vite s'adapter, vite trouver les ressources pour éviter de figurer à la 21e et donc 22e place. Et surtout, le truc où je pense que ça peut être un peu dangereux, c'est que dans les plans de base, c'était prévu qu'en 2028, ils construisent leur propre moteur. Je pense que ça peut faire un peu rapide pour une arrivée en Formule 1, parce que là, ils arrivent vraiment dans l'inconnu, on ne sait pas comment ils vont performer, et se dire, on fait que 2 ans avec le moteur Ferrari, ça veut dire que tu vas investir beaucoup sur ces 2 années sur le moteur, sur la construction de ton moteur, ton département moteur, etc. Peut-être moins sur la voiture derrière. Peut-être moins sur la voiture qui, au final, peut les faire moins évoluer que ce qu'ils pourraient. Donc, je pense que ça peut être compliqué aussi pour eux d'avoir un moteur chez eux dès 2028. Et c'est pas impossible qu'ils réfléchissent ça prochainement et qu'ils re-signent quelque chose avec Ferrari. Ouais, parce que le changement de moteur, ça implique changement de châssis, une toute nouvelle construction de voiture. Donc, s'ils repartent dans 2 ans construire une toute nouvelle voiture, ça va être compliqué, ouais. Bon, en tout cas, on a hâte de voir au début de saison ce que ça va donner, puisque les pilotes, on imagine, seront au rendez-vous, mais on verra la voiture en temps voulu en Australie. On va revenir maintenant. Alors, on a eu la présentation de la Haas aujourd'hui, une très belle Haas aux couleurs, on va dire, de Toyota, plus que de Haas, mais c'est l'évolution de l'écurie. Vous voyez tout ça à l'écran. On a eu Racing Bulls aussi qui a dévoilé sa monoplace. Mais on va s'attarder sur la voiture qui a un peu fait parler tout le monde en fin de semaine dernière, c'est Red Bull, avec le duo de pilotes Isaac Hadjar, notre chouchou français, et Max Verstappen. On va pas revenir sur les livrets, vous les voyez à l'écran, donc voilà. Mais par contre, on va revenir sur les mots d'Isaac Hadjar qui ont quand même un sens et qui sont importants et qui montrent toute son ambition.
Alors une longue déclaration où il dit qu'il a toujours rêvé de piloter pour Red Bull. Voilà, il dit il voyait Vettel remporter ses titres, petit clin d'œil, parce qu'en plus la livrée Red Bull fait un peu penser à la Red Bull que pilotait Vettel entre 2010 et 2013 quand il a glané ses 4 titres. Mais surtout, il a terminé, Isaac Hadjar, sa déclaration en disant une première victoire en course cette saison serait bien. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Léna, il est trop ambitieux ou justement pas assez? Bah, ni l'un ni l'autre. Pour moi, il est juste comme il faut. Il faut avoir de l'ambition. Il est chez Red Bull. Il a fait une grande promotion. Il a du talent. On l'a vu l'année dernière avec son premier podium. Pour moi, je pense que il peut aller le chercher. Je pense pas que l'ambition, le trop d'ambition soit un problème. Moi, je suis à peu près d'accord. Après, c'est un pilote qui attend toujours énormément de lui. On le voit, il est même après une 8e place. En général, il n'est pas content, à part s'il est parti dernier. C'est un pilote qui voilà, veut vraiment aller chercher le meilleur. Et ça peut être une grande qualité comme un défaut. Parce que dans les moments où c'est un peu plus difficile, ça peut lui porter atteinte. Après, tout dépend de la performance de la voiture. Peut-être que ça veut dire que les datas sont plutôt bonnes sur le simulateur, mais ça peut, on verra. Tout dépend de la performance de la voiture. On se rappelle les déclarations de Laurent Mekies sur ce qu'ils attendent en performance. Donc on verra. Tout dépendra principalement quand même de la voiture parce que il y a certaines personnes qui parlent voilà, que même ça peut être compliqué cette année pour Verstappen de gagner une course. Donc on verra. Oui, et puis cet hiver, il le disait aussi la fin de l'année dernière, c'était le moment ou jamais pour rejoindre Red Bull. Il a dû bosser comme un fou tout l'hiver pour commencer cette saison au même niveau que Verstappen, parce qu'au final, avec la nouvelle voiture, ils ont le même niveau de connaissance avec Verstappen, donc c'est celui qui travaillera le plus au simulateur avec les ingénieurs. Et Hadjar, c'est quelqu'un de proche avec ses ingénieurs, il travaille beaucoup. Donc moi, je le vois bien gagner une course, ça serait super. En tout cas, il en a les capacités, le talent, le travail, il a tout ce qu'il faut. Une question pour terminer cette émission, toujours centrée sur Isaac Hadjar, mais en parlant aussi de Max Verstappen. Est-ce que Red Bull et Laurent Mekies, puisque le technicien français est parti pour rester quand même et faire un cycle à la tête de Red Bull, est-ce que Red Bull prépare pas l'après Verstappen en ayant promu Isaac Hadjar et on a l'impression que Verstappen, avec ses déclarations en fin de saison, pourrait partir à tout moment. Si cette année la voiture n'est pas très bonne, pourrait partir et se diriger dans une autre discipline ou pas pour 2027. Et c'est peut-être un moyen d'avoir mis Isaac Hadjar aussitôt dans la voiture en 2025. C'est peut-être un moyen aussi de préparer un éventuel départ de Verstappen parce qu'on a l'impression que chez Red Bull, on mise sur Isaac Hadjar comme le futur de l'écurie. Oui, ça fait très longtemps qu'il mise sur Hadjar depuis la Formule régionale. C'était le chouchou de Marco. Bon, maintenant Marco n'est plus chez Red Bull, mais Laurent Mekies l'aime beaucoup aussi, il le suit depuis très longtemps. Et il a un peu le même caractère que Verstappen à ses débuts. Donc c'est vrai qu'il pourrait avoir la casquette de remplaçant de Verstappen. Oui, non, ça paraîtrait plutôt logique. Je pense qu'avec Hervé Lindblad, c'est les deux qui sont un peu vus comme Red Bull pour le futur de Verstappen. Donc non, oui, ça serait pas étonnant parce que je pense que les menaces de Verstappen de partir, faut pas les prendre à la légère non plus. Même si des fois il fait un peu ça pour mettre la pression. C'est un pilote qui, je pense que si la voiture ne lui plaît pas, le style de pilotage ne lui plaît pas, je pense que c'est un pilote qui est capable de partir parce qu'on sait qu'il a d'autres rêves comme le WEC, etc. et tout. Donc non, ce serait pas étonnant. Et toi, Léna, est-ce que tu vois Isaac Hadjar dès sa première saison chez Red Bull? On connaît la difficulté d'une première saison chez Red Bull. Gasly a essuyé les plâtres il y a quelques années. Seul Pérez a réussi à s'imposer, mais c'était vraiment par intermittence. En 2021, il y a une saison qui est correcte. En 2023, au tout début, sur les 4 premiers Grands Prix, il en gagne 2, mais derrière, il y a eu beaucoup de difficultés. Tsunoda, on n'en parle pas. Lawson également. Donc, on connaît cette difficulté. Et en tant que Français, on a le souvenir de Pierre Gasly notamment. Est-ce que pour toi, dès cette première saison, Isaac Hadjar, de par sa manière de piloter, son caractère, on sait que c'est un peu différent des autres, va réussir à s'imposer pas forcément, enfin dans l'écurie, à montrer en fait son poids dans l'écurie par rapport à Verstappen et ne pas se faire écraser? J'ose espérer que oui. Maintenant, il faut être réaliste. Il est aux côtés de Verstappen. On le sait, le talent qu'a Verstappen. Donc moi, je pense que ça va être compliqué, mais pas impossible. De toute façon, il a déjà montré, il a toujours vaincu ses coéquipiers, je crois, Tout à la fait. saison dernière. Bon, après, c'est Verstappen, hein, c'est une autre personne, mais moi, je pense que ça va être compliqué, mais pas impossible. Bon, pour terminer, il n'y aura pas de petit jeu, mais je vais vous demander un petit prono sur Red Ok. Bull et Isaac Hadjar. Vous allez chacun me donner, selon vous, à quelle place du constructeur terminera Red Bull, à quelle place du championnat, et le nombre de victoires pour Hadjar cette saison.
T'en demandes beaucoup là. Ouah, Un c'est petit dur. prono, on va C'est jusqu'au dur. début de la saison, quand il y aura des actualités fortes du côté de certaines écuries, on va essayer un peu Allez, de faire des petits pronos. je pars, je pense à un prono, Pour Red Bull, le classement Red constructeur Bull, en je fin de pense saison. 3e en fin de D'accord, saison. donc une saison un peu ratée. C'est ça, un peu comme cette année. Allez, entre 3 et 2, ça sera pour moi Ok. l'un des deux. Je pense qu'ils seront sur le podium des constructeurs. Et Adjar 7e au championnat avec 2 victoires. Je prends un Donc peu de risque. tu nous as donné la position au championnat Je d'Adjar, crois- ce que je n'avais pas demandé, mais non, mais je tu prends un peu de risque. deux Je crois en victoires. petit. 2 victoires, d'accord. Ouah, c'est dur. Un peu d'irrégularité, c'est pour ça que je dis Et que combien de 7e. victoires pour Verstappen? Donc 5-6 victoires pour Verstappen qui peut faire une bonne saison. Ok, malgré une Red Bull un peu... Malgré une moins Red Bull qui peut être un peu moins bonne. bonne. Ok, Ah, tu te Paris prononces osé, pas sur on sur retiendra. Verstappen, hein. On ressortira les extraits en temps Ah voulu, oui. bien sûr. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fabio. Je pense 2 ou 3 sur Red Bull, honnêtement. Après, le nombre de victoires d'Isaac, je verrais bien déjà une victoire. Je prends pas de risque. Ouais. Prenez pas de risques, est-ce que Victor va prendre des risques? Tu peux nous dire Red Bull 1er ou 8e, tu peux faire un coup de poker. Non, moi je vais plus partir sur, on va dire 4. Ok, c'est Parce un petit que risque. parce qu'en fin d'année dernière, ils ont vraiment poussé, ils croyaient au titre jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont vraiment poussé. Ils ont dû un peu oublier le développement en 2026. Je partirais peut-être sur 4. Adjar, une petite victoire. Une victoire aussi pour moi. Ok. Et Verstappen, Personne se ouais, mouille, Verstappen 2-3 victoires, Verstappen. Et Red Bull 4e? Red Bull Donc 4ème. premier, deuxième, troisième, tu mets qui? Pour qu'on rigole un petit peu. C'est pas la question. Moi, je sens bien Mercedes. Après, Ferrari. Il y a qui? McLaren? Ah oui, McLaren, bien sûr. Alpine. Bah, Mercedes, McLaren, Ferrari, je pense. Ok, intéressant. Non, Moi, je pense t'as que- Alpine, Alpine, Non, mais 768 kilos. Moi, ce qui me fait peur, pourquoi, hein. c'est la fiabilité du moteur Mercedes. Ça a Ok. posé problème à Alpine il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas pu faire le check-down. Donc, à Barcelone, ils avaient loué le circuit, ils avaient tout fait. Il y a eu un problème sur le moteur Mercedes. Et apparemment, ça ne serait pas le seul, selon quelques rumeurs. Donc, c'est peut-être le seul truc qui peut bloquer Mercedes, c'est la fiabilité. Parce on a parlé de... Je crois déjà des histoires autour de ce qu'ils avaient trouvé sur le moteur. Mais la fiabilité peut peut-être leur coûter la saison. On verra sait ça. que la fiabilité est très importante quand on change de réglementation. En 2022, Ferrari avait une super voiture. Ils ont certes pas réussi à la développer, mais la fiabilité leur a fait défaut. Leclerc abandonne plusieurs fois sur des casses moteurs. Trop. Donc il y avait un énorme problème au-delà du manque d'idées pour développer la monoplace. Il y avait un gros problème de fiabilité. Et c'est pas le tout d'avoir la voiture la plus rapide en Australie en mars prochain. C'est aussi d'avoir un moteur qui tient. D'autant plus que c'est une nouvelle réglementation. moteur. Oui, puis tu as parlé de la petite astuce qu'ils ont trouvée, mais si du jour au lendemain elle est déclarée illégale, ils perdent tout leur Il y a- plan, il faut repartir. Alors, pour l'année, je pense pas qu'ils changeront d'avis la FIA, mais c'est pas impossible que l'année prochaine, elles sont interdites par un peu de forcing des autres écuries, donc ça pourrait faire très mal aussi à Mercedes. Mais je pense que s'ils ont peut-être un moyen de gagner, c'est vraiment cette année, parce qu'après, ils peuvent se faire un petit peu avoir sur cette technique du moteur. Bon, de toute façon, on a encore quelques émissions avant le lancement de la saison début mars prochain. Demain, si vous voulez ne pas le manquer, il y a la révélation de la monoplace d'Audi le 20 janvier. Jeudi 22, on aura Mercedes. Et pour conclure la semaine, vendredi, on aura Alpine et Ferrari. Donc en plus de Haas aujourd'hui, on a 4 autres écuries qui vont révéler leur monoplace. Et pour les 4 dernières, le 3 février, Williams, le 8 février, Cadillac, et les 2 dernières, le 9, avec Aston Martin et McLaren, les champions au titre qui dévoileront en dernier leur monoplace. Voilà pour le calendrier. Merci à Samy, à la régie qui a tenu cette émission d'une main de maître. Merci à vous d'être fidèles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dont on vous garde encore secret le thème. Merci à tous, c'était 100% Paddock.